Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce point de situation ciblant le variant Omicron. Comme vous en avez eu l'habitude ces derniers mois, nous avons présenté régulièrement notre compréhension des enjeux de la situation et de la pandémie. Eh bien, aujourd'hui, ce que nous souhaitons partager avec vous, c'est notre compréhension des enjeux liés au variant Omicron. Alors, avant même de commencer, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, vous pouvez vous connecter sur ce lien, et en cas de souci, mes chers collègues se feront un plaisir de vous aider à vous reconnecter ou à poser vos questions également. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. On essaiera de laisser quelques minutes pour quelques interactions. L'objet de cette session aujourd'hui est très simple. En quelques minutes que nous avons devant nous, de vous partager en effet ce que l'on comprend de la situation liée au coronavirus et en particulier liée à ce variant Omicron détecté il y a quelques temps. Également, à quoi s'attendre à la lecture des éléments dont on dispose aujourd'hui et puis que faire en tant qu'employeur ou en tant qu'individu. Situation fort intéressante à nouveau, 2 ans après le commencement de la pandémie, où nous nous retrouvons face à une situation où on manque complètement de visibilité sur ce que sera l'avenir de cette pandémie à une échelle de quelques semaines à quelques mois, liée à l'irruption de ce variant. Aujourd'hui, la pandémie poursuit sa progression, vous le voyez, on est à peu plus de 270 millions de cas officiellement rapportés par l'Organisation mondiale de la santé, avec un peu plus de 5 millions de décès malheureusement rapportés également. Et ce que l'on constate, c'est que de nouveau, l'Europe est l'épicentre de cette pandémie, avec un nombre de pays rapportant des niveaux de transmission très élevés, majoritairement centrés sur l'Europe de l'Est, mais également en Grande-Bretagne ou en Europe du Nord, avec des situations relativement fluctuantes qui, assez étonnamment, en tout cas fort heureusement, je dirais, dépendent du niveau de vaccination des pays. Donc, cette situation éminemment variable, de nouveau, traduit l'imprédictibilité de la pandémie, avec des pays sur lesquels aujourd'hui notre regard doit se poser, l'arrivée de l'hiver qui va favoriser les transmissions, comme on l'a vu lors des hivers précédents, va peut-être participer à augmenter la transmission et la circulation du virus dans ces territoires, en particulier dans les territoires du Nord, donc que ce soit la Russie, la Chine, également l'Europe, mais également l'Amérique du Nord. Et c'est ce qu'on voit également aujourd'hui en Afrique du Sud. Alors, pourquoi ce point de situation? Parce qu'on l'a tous compris, cette pandémie se voit émaillée d'événements assez indésirables qui correspondent à l'éruption et l'émergence de variants. Ça fait partie de l'histoire naturelle de toute épidémie et de toute pandémie, de voir en effet des souches d'agents infectieux responsables de la pandémie gagner en compétitivité et donc prendre la place par rapport aux souches originales qui avaient initié cette pandémie. On le voit sur cette courbe, cette frise chronologique de l'évolution des variants au fil du temps, et on les voit par rapport aux souches initiales, que ce soit la souche alpha, c'est la première répertoriée en Chine, puis également au fur des mois, depuis mai 2020, nous avons rapporté les premières souches variantes, les souches bêta et désormais la souche alpha qui correspond à l'immense majorité de la circulation des virus sur cette planète. Eh bien, on voit en effet que cette situation est dynamique puisque un nouveau venu, le variant Omicron, préoccupant selon les définitions de l'Organisation mondiale de la santé, vient de faire son éruption. Alors, qu'est-ce qu'on entend par variant préoccupant? Ça correspond à une définition très claire de l'Organisation mondiale de la santé qui qualifie un tel variant, c'est-à-dire une telle souche de virus, sur la base de 3 critères qui sont soit la transmissibilité accrue, donc c'est-à-dire les paramètres, je dirais, biologiques et physiques de la souche du virus font craindre une augmentation de sa transmissibilité, ou craindre une augmentation de sa virulence, c'est-à-dire que le tableau clinique, les signes et les symptômes liés à la maladie sont plus importants, ou alors correspondent à une diminution de l'efficacité de toutes les mesures que l'on peut mettre en œuvre pour contrôler ce variant, à savoir les mesures de santé publique, le port du masque, la distanciation physique, mais également les vaccins ou les traitements disponibles. Donc, si un virus correspond à l'un de ces 3 critères, il est déterminé variant préoccupant
par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, donc, nous en avons 4 en lice et le 5e qui vient d'arriver, ce variant Omicron depuis quelques jours. Alors, de quoi parle-t-on? Pourquoi ce variant Omicron? Eh bien, il est lié à une observation des autorités de santé publique d'Afrique du Sud qui ont constaté une augmentation fin novembre très importante du nombre de cas liés au coronavirus, donc le Covid, et en faisant un séquençage très particulier, donc qui permet de retrouver la structure génétique du virus, et bien de déterminer que la responsabilité de cette augmentation du nombre de cas était liée à une nouvelle souche très rapidement transférée auprès de l'Organisation mondiale de la santé, qui donc a déterminé que cette souche correspondait aux critères de variants préoccupants et l'ayant dénominé variant Omicron très rapidement pour informer l'ensemble de la communauté scientifique. Donc, ce variant Omicron se propage très rapidement dans la province la plus peuplée d'Afrique du Sud, dans la province de Gauteng, alors que le nombre de cas était relativement limité, je dirais début mi-novembre, 300 cas par jour à peu près. Voilà. Aujourd'hui, on en est bien plus de 10 fois plus, qui témoigne véritablement d'une explosion de ce nombre de cas. Alors, il est fort probable que cette transmission de ce variant ait commencé avant la détection officielle, le 26 novembre, ou le 24 novembre, puis la dénomination le 26, donc probablement en octobre, voire avant. On va essayer de retrouver l'origine de ce variant. Pourquoi ce variant est donc préoccupant? Vous avez une très jolie image qui va tous nous transformer en spécialistes de biologie moléculaire et qui, très simplement, nous fait comprendre que sur l'image de gauche, eh bien, on a la protéine spike, vous savez, c'est cette espèce de petit champignon qu'on voit sur ce coronavirus, qui permet justement au virus de rentrer et de pénétrer dans la cellule humaine. Eh bien, on voit bien entre le delta et l'Omicron, il y a un certain nombre de changements de la structure de cette protéine spike qui lui confère de nouvelles propriétés, justement préoccupantes vis-à-vis de l'Organisation mondiale de la santé. On va voir quelles sont ces propriétés. Donc, à la fois une augmentation du nombre de cas très rapide et également cette augmentation du nombre de cas liée à un nouvel agent infectieux avec des propriétés très particulières. Quand on regarde l'augmentation de ce nombre de cas, c'est assez exceptionnel. On le voit avec ces différentes phases dans lesquelles tous les pays de la planète sont passés lors de cette pandémie, avec aujourd'hui un nombre de doublement de cas quasiment tous les jours et demi. C'est-à-dire que la dynamique de l'épidémie localement est extrêmement très importante, et avec un risque de réinfection, puisqu'on compare les personnes qui n'ont jamais été infectées vis-à-vis de celles qui ont été déjà infectées avec la souche principale du Covid, eh bien on se rend compte que la possibilité d'être réinfecté est 2,5 fois plus grande avec le variant Omicron que comparé aux gens qui se réinfectaient avec le variant Delta, ce qui est tout à fait possible. Donc un variant qui a des propriétés assez particulières et qui se sont révélées sur cette augmentation du nombre de cas, en particulier répertoriés dans ces hôpitaux de Pretoria, de Tranmere, dans la province du Gauteng. Alors peut-on dire que ce variant est plus transmissible que le Delta? Aujourd'hui, comme on le voit sur ces courbes, et encore une fois, pas besoin d'être épidémiologiste, on comprend que le nombre de cas qui augmente a une cinétique, une vélocité bien plus importante par rapport aux autres souches répertoriées historiquement dans l'histoire de la pandémie en Afrique du Sud. Donc ce sont des chiffres liés à l'Afrique du Sud, donc qui correspondent à l'environnement tel qu'il est observé dans ce pays. De là à en extrapoler les conséquences dans le reste du monde, pour l'instant, il est bien trop tôt pour le dire, et vous m'entendrez répéter cette position tout au long de cette présentation. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe en Afrique du Sud, c'est qu'on a véritablement une augmentation du nombre de cas très rapide, avec le temps nécessaire pour atteindre ces 6000 cas quand on compare Delta à Omicron. Eh bien, il a fallu entre 7 et 8 semaines au variant Delta pour atteindre 6000 cas répertoriés en Afrique du Sud. Eh bien, il en a fallu simplement 3 pour le variant Omicron. Donc, des capacités de transmission certainement plus accrues. De là à dire qu'il est fondamentalement plus transmissible, reste à l'expliquer, puisqu'on part
pas exactement de la même population. On a une population qui a déjà une certaine immunité, peut-être un niveau de protection différent, et également le fait que les personnes qui sont hospitalisées en Afrique du Sud sont systématiquement testées pour le Covid. C'est-à-dire que les gens ont été hospitalisés, les personnes ont été hospitalisées, et incidemment, on a découvert qu'elles avaient un diagnostic positif de Covid, et incidemment que ce Covid était lié au variant Omicron. Donc aujourd'hui, on est en train de faire le point et de comprendre si c'est véritablement Omicron qui est responsable de l'augmentation du nombre de cas, ou c'est simplement le fait que les personnes nécessitent une hospitalisation pour toute autre raison, y compris liée au variant Delta, et qu'on retrouve une augmentation du nombre de personnes testant positives au variant Omicron. Donc, ceci mérite à être conforté dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Ce qu'observent les médecins en Afrique du Sud aujourd'hui, c'est qu'il semblerait, j'utilise le conditionnel, puisque l'échantillon ou la population ayant consulté ou ayant été hospitalisée aujourd'hui liée au variant Omicron est relativement limitée, eh bien, il semblerait que la maladie ait à peu près les mêmes caractéristiques en termes de signes et de symptômes par rapport aux souches historiques, en particulier au variant Delta. Donc, aujourd'hui, on le voit, les signes et les symptômes sont relativement classiques, hein, de la fatigue, des douleurs musculaires, une symptomatologie ORL assez classique, avec une toux sèche également, donc des choses qui sont un tout petit peu différentes de ce qu'on avait avec les souches préliminaires du début de la pandémie. Et puis avec des symptômes moins fréquents, type fièvre ou perte de goût ou d'odorat, qui étaient vraiment, je vous le rappelle, des caractéristiques très spécifiques de ces premières souches alpha qui ont circulé au début de la pandémie. On note également, et les médecins en Afrique du Sud notent que la sévérité de la maladie des personnes qui sont hospitalisées semble moindre. Et quel est le critère qu'ils utilisent? Tout simplement le fait que les personnes ont moins besoin d'être soutenues avec une oxygénothérapie, donc c'est-à-dire que les personnes sont hospitalisées, sont soignées, mais n'ont pas besoin soit d'une assistance respiratoire, soit tout simplement d'oxygène pour les aider à franchir l'infection pulmonaire qui peut en découler. Donc peut-être une sévérité un peu moins grande. Également, on le voit en termes de durée d'hospitalisation, les personnes qui sont hospitalisées avec un diagnostic d'Omicron semblent avoir une durée d'hospitalisation, ont une durée d'hospitalisation moins grande, plus courte, que celles qui sont hospitalisées avec le variant Delta, avec un rapport assez important, puisque en moyenne, l'hospitalisation pour une personne victime d'Omicron est de 2,8 jours, alors qu'en règle générale, elle était plutôt de 8 jours et au-delà pour une personne hospitalisée avec un diagnostic lié au variant Delta. Donc, peut-être ce sont des paramètres en faveur d'une relative ou d'une moindre sévérité de la maladie, mais encore une fois, on parle d'échantillons tellement faibles que l'on ne peut pas se prononcer à large échelle. Quand on essaie de comprendre la conséquence ultime de la maladie, et en particulier les décès liés à l'infection, eh bien aujourd'hui, il semble que le nombre de décès est relativement limité, mais il est encore trop tôt pour le comprendre et se positionner. Pourquoi? Tout simplement parce que les décès ne surviennent pas immédiatement après l'infection, ils surviennent après une hospitalisation, éventuellement un transfert dans des unités de soins intensifs et ils surviennent par la suite. Donc il y a toujours un décalage entre le nombre de cas, on le voit très bien illustré sur la courbe de gauche, où à chaque fois, lors des précédentes vagues observées, et encore une fois, on parle d'Afrique du Sud ici, eh bien, il y avait un décalage de quelques semaines entre le pic de cas et le pic de décès. Aujourd'hui, on n'a pas encore atteint le pic de cas en Afrique du Sud, donc on ne peut pas se positionner mais comprendre quel sera le pic ou l'intensité du nombre de décès afférents au variant Omicron. Par contre, quand on compare sur la courbe de droite, en essayant de faire un parallèle entre les vagues précédentes liées aux autres variants et celles qui arrivent liées au variant Omicron, eh bien, à nombre de cas équivalents, et si on peut tracer une ligne qui correspondrait au nombre de cas équivalents aujourd'hui entre Omicron et Delta hier, eh bien, on voit bien le nombre de personnes hospitalisées, voire le nombre de décès est bien moins important par rapport à ce qui était observé. On le voit sur la partie gauche de la courbe, ces deux petits points jaunes avec le variant Delta
au début de l'année dernière. Donc, il est peut-être probable que l'immunité, d'une certaine mesure, doit protéger contre les formes sévères de la maladie, et ce qui est le cas en Afrique du Sud, où le niveau d'immunité à la fois naturel et lié à la vaccination est très élevé. Donc, ça pourrait être une explication aujourd'hui vis-à-vis de ce faible taux d'hospitalisation et ce faible taux de décès, encore une fois observé trop tôt pour se positionner. Alors, si on passe de la pathologie de la maladie à sa prise en charge. Aujourd'hui, en termes de diagnostic, la bonne nouvelle, c'est qu'on est foncièrement bien équipé pour pouvoir diagnostiquer le variant Omicron. Donc, à la fois à travers le test PCR, donc, qui, je vous le rappelle, le test de référence largement utilisé sur cette planète pour faire le diagnostic, et bien aujourd'hui, il détecte l'infection et y compris l'infection par Omicron, par défaut pour certains tests, puisque, comme on voit sur le petit graphique de gauche, eh bien, l'un des 3 gènes cibles n'est pas détecté par les tests PCR, et donc par défaut, on arrive à comprendre que s'il n'est pas détecté, eh bien, la PCR est en faveur d'un variant Omicron. Donc c'est aujourd'hui le moyen, je dirais, l'astuce que l'on utilise pour faire le diagnostic avec PCR. Mais ceci doit être confirmé systématiquement par un séquençage génomique qui est seul permet d'identifier le variant Omicron. Et ce séquençage n'est pas fait en routine, n'est pas développé encore partout dans le monde. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de faire ce diagnostic. On peut également faire le diagnostic avec les tests antigéniques qui fonctionnent, qui continuent à détecter l'infection sans faire un diagnostic différentiel vis-à-vis de Omicron ou Delta. Mais cela permet quand même, dans tous les cas, de dire si une personne est positive vis-à-vis du coronavirus et ensuite de mettre en place la chaîne de soins, de contact et d'isolation pour contrôler sa propagation. Donc, tout ceci est relativement de bon augure, puisqu'on n'est pas démuni vis-à-vis de la capacité à dépister et à détecter les personnes, qu'elles soient infectées par les variants historiques ou vis-à-vis du variant Omicron. Alors, en ce qui concerne des vaccins, évidemment, les informations sont très limitées à ce jour, puisqu'on n'a pas encore eu le temps de faire des études comparatives pour déterminer si la protection conférée par les vaccins classiques, ou les vaccins, je dirais, mis à notre disposition aujourd'hui, protègent contre le variant Omicron plus ou moins par rapport à la protection conférée vis-à-vis des variants Delta. Eh bien aujourd'hui, donc on sait que les premières études ont été publiées, alors elles ne sont pas encore confirmées par des pairs, donc c'est vraiment des publications scientifiques très préliminaires, qui estiment que la vaccination, en particulier le Pfizer, perd en efficacité vis-à-vis du variant Omicron, en particulier s'il n'y a eu qu'une dose, mais surtout, même après 2 doses, la vaccination tend à perdre de l'efficacité. Par contre, ce qui est encore une fois la bonne nouvelle, je dirais, c'est que la dose de rappel semble véritablement conférer un niveau de protection très élevé vis-à-vis d'Omicron. Donc ça, c'est quand même un élément très en faveur, non seulement de la vaccination de rappel, mais qui permet de comprendre que les vaccins vont rester fondamentalement essentiels pour réduire les formes graves de la maladie, y compris les décès. Donc probablement l'efficacité du vaccin à Omicron serait similaire. Ça sont des données publiées par la European CDC. Les données sont contre l'infection, la protection contre l'Omicron serait similaire vis-à-vis de l'infection Omicron par rapport à l'infection au variant Delta. Donc, tout ceci est valable à partir du moment où les personnes ont reçu un rappel. Donc, je pense que l'état d'esprit dans lequel on doit se situer aujourd'hui, c'est de considérer que le seul moyen de lutter contre l'infection à variant Omicron aujourd'hui, je dirais, en parallèle de toutes les autres mesures que l'on connaissait très bien et que je détaillerai par la suite, c'est véritablement de favoriser la dose de rappel. Tout ceci doit être confirmé, c'est éminemment important, mais ce sont des données préliminaires. Je vous rappelle que la vaccination avec le variant Delta fonctionne toujours très bien, même si on sait que, encore une fois, on a une perte d'efficacité au bout de 5 et 6 mois, mais on sait que les chiffres sont fondamentaux, partagés par l'ensemble de la communauté scientifique. La réduction des formes graves
grâce à la vaccination, elle est majeure. La réduction de la propagation du virus par une personne vaccinée, elle est significative. Donc, une personne vaccinée a moins de possibilités de transmettre la maladie autour d'elle en étant vaccinée. Donc, une personne vaccinée participe à diminuer la circulation du virus autour d'elle, même si elle peut avoir des réinfections ou des formes modérées. Donc, l'intérêt de la vaccination, il est majeur sur ce point. Et on a compris également que l'immunité naturelle serait peut-être un peu moins efficace vis-à-vis des autres variants par rapport à la vaccination, à l'immunité conférée par la vaccination. Encore une fois, des données à vérifier, à valider, mais qui sont en faveur de la vaccination largement pour l'ensemble des personnes. Alors, où en est-on aujourd'hui? Eh bien, on l'a compris, impossible de limiter la propagation de ce variant Omicron. Il est partout. Plus de 70 pays ont maintenant répertorié les cas. Il y en a plus de 6000 cas répertoriés dans le monde, 1600 en Europe, selon l'Organisation européenne de contrôle des maladies. Donc, une situation très, très, très fluctuante et très évolutive. Quand on regarde l'évolution des risques de la part de ces autorités sanitaires, finalement, il y a peu de données. Les premières données ont été publiées très tôt, dans la foulée des publications de l'Organisation mondiale de la santé le 26 novembre. Aujourd'hui, il y a très peu d'informations, relativement limitées. L'Union européenne, encore une fois, à travers la voix de European CDC, estime, ou en tout cas estimé au 2 décembre, donc ça date déjà d'il y a une dizaine de jours, que le risque lié à l'émergence et à la propagation de variants Omicron était élevé, très élevé pour l'Union européenne. En fin de compte, ça fait depuis de nombreux mois que un tel message n'avait pas été véhiculé par European CDC. Donc, on est vraiment dans une situation préoccupante selon European CDC. En France, le comité scientifique s'est prononcé il y a quelques jours en nous avertissant, nous prévenant d'un niveau de situation particulièrement élevé dans les populations des personnes non vaccinées et non immunisées vis-à-vis du variant Omicron. Et puis, à titre anecdotique, vous voyez la Norvège également, qui dit que voilà, le variant est en train de s'établir en Norvège et cela augmentera considérablement la transmission. Ils sont relativement inquiets. Donc, on va évidemment suivre le plus étroitement possible cette situation, mais aujourd'hui, c'est quand même considéré comme une situation préoccupante par ces autorités sanitaires. Alors, en résumé, ce que l'on comprend, eh bien, il y a des éléments qui sont connus. Vous les voyez sur la droite, des éléments virologiques, mais des éléments épidémiologiques, l'importation, le nombre de cas majoritairement liés à l'Omicron dans cette province du Gauteng en Afrique du Sud, ces mutations dont on sait pertinemment qu'elles sont à la fois responsables de la facilitation de l'entrée dans les cellules, de la diminution de la réponse immunitaire et de l'augmentation de la transmission, à savoir comment ceci se répercute d'un point de vue épidémiologique et dans la vraie vie. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des études biologiques qui le démontrent. Ce qui est supposé avec des niveaux de confiance relativement élevés, c'est que la transmission est toujours aérienne et par aérosol. Donc, ça veut dire que nos mesures barrières fonctionnent, et tant mieux. Que les médicaments antiviraux qui viennent juste être mis sur le marché, alors certains ne sont pas encore en autorisation sur le territoire national, mais dans d'autres pays d'Europe, on a une confiance relativement élevée qui continue à fonctionner parce que les mécanismes d'action sont différents, sont indépendants de la protéine spike. On pense en effet que donc ce variant Omicron est plus performant en termes de transmission et d'expansion que le variant Delta, et avec une réplication, donc la capacité à avoir plus de virus dans un organisme lorsqu'on est infecté par Omicron, cette réplication serait augmentée. Par contre, ce qui reste de manière complètement inconnue, vous le voyez, cela va de la sévérité de la maladie. On a un petit échantillon aujourd'hui sur lequel on s'appuie, mais ce n'est pas suffisant. L'évasion vaccinale, est-ce que l'immunité sera toujours aussi efficace, celle conférée grâce au variant Delta ou la vaccination vis-à-vis de l'Omicron? On a encore des questions à répondre, évidemment. La transmissibilité, l'infectivité, aujourd'hui, on ignore complètement. On n'a pas les données factuelles qui nous permettent de répondre à ces questions. Et puis, l'efficacité contre d'autres traitements, en particulier les anticorps monoclonaux. Donc, à suivre, ce que nous allons suivre, nous, International SOS, ce que nous invitons à suivre également, évidemment, c'est la capacité d'expansion de ce virus dans les territoires peu vaccinés. Les données médicales des hôpitaux d'Afrique du Sud, le nombre de personnes hospitalisées, la sévérité des infections, les durées d'hospitalisation et les décès, comme on l'a compris, l'efficacité des études sur l'efficacité des vaccins
publiées par les scientifiques, donc savoir en effet de manière très objective quelle est la perte d'efficacité ou au contraire les gains d'efficacité gagnés avec les vaccins actuels vis-à-vis d'Omicron, la fréquence des réinfections, dans quelle proportion se réinfecte-t-on vis-à-vis avec Omicron, même si on était vacciné ou même si on était déjà malade. Aujourd'hui, ce sont des questions en suspens. La progression des campagnes de vaccination dans le monde, parce qu'on le comprend, ce sont la majorité des enjeux. Et puis, quelles mesures les États prendront pour contrôler à travers les mesures de fermeture de barrières, de restriction de mobilité que l'on connaît très bien. Qu'est-ce qui sera déterminant? Et pour terminer, eh bien, la vaccination, encore et toujours, et le rappel vaccinal. Donc, véritablement considérer que les deux font un, c'est-à-dire c'est les 2 doses plus la dose de rappel, systématique, le seul moyen de conférer une protection qui est extrêmement performante, c'est-à-dire qu'on multiplie sa réponse immunitaire x10, x7 à x10 avec une dose de rappel, même au bout de plusieurs mois. Les mesures non pharmaceutiques, donc c'est-à-dire le port du masque, la distance physique, la ventilation également, donc ça sera très important en particulier cet hiver, de maintenir les fenêtres ouvertes d'une manière ou d'une autre pour participer à la dilution. Renoncer au rassemblement, en particulier ceux dans lesquels en lieu clos, ce qui est le cas en hiver, dans lesquels le port du masque ne soit pas assuré. Donc les fêtes de fin d'année, probablement très difficiles à organiser. Et puis maintenir l'ensemble des campagnes de tests, de dépistage, de contact tracing, l'utilisation du pass sanitaire et des applications afférentes. Donc en résumé, bien, quand même rappeler que la situation actuelle doit être ciblée sur le variant Delta, c'est ce variant qui circule aujourd'hui, c'est celui que l'on doit maîtriser et éviter la propagation ou l'irruption du variant Omicron sur le territoire. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est véritablement le variant Delta. Propagation très certaine de ce variant Omicron. On aura probablement des poussées d'Omicron dans les territoires peu ou faiblement vaccinés. On a de bonnes chances et de bonnes confiance que les vaccins vont continuer à être efficaces, en particulier vis-à-vis des formes graves ou protection des personnes vulnérables vis-à-vis des hospitalisations. Toutes les mesures de protection, on pense qu'elles vont rester efficaces, puis la transmission est la même. Par contre, d'un point de vue entreprise et organisation, s'attendre peut-être à une augmentation de l'absentéisme, plus de personnes malades, plus de personnes en isolation ou en quarantaine, couplé à une épidémie de grippe qui est encore en suspens et qui commence, va peut-être entraîner un absentéisme assez important et peut-être reposer les questions de continuité d'activité. Alors, nous sommes là pour vous aider. Vous le savez, que vous soyez domestique ou en mobilité, à travers des informations disponibles sur notre site ManagerView, avec la possibilité de planifier des voyages en fonction du statut vaccinal, du passeport, des mesures des États, dans une application qui s'appelle Trip Planner, qui est disponible sur la plateforme ManagerView, et puis également utiliser notre assistance app où vous le soyez pour avoir les dernières informations sur l'évolution de la situation et également la réalité des mesures prises par les États, où que vous soyez. Il doit nous rester à peu près 1 minute. Je suis désolé, j'ai trop parlé. Est-ce que Omicron est susceptible de changer la donne vis-à-vis des entreprises en 2022? Je pense qu'on pourra vous y répondre au tout début de l'année, en janvier 2022. Encore une fois, on va voir comment Omicron se répand sur les pays, on va dire, hors Afrique du Sud. La véritable, notre réponse sera possible lorsqu'on verra de quelle manière Omicron s'implante et se propage dans les pays. On verra de quelle manière également la réponse à la vaccination protège contre les formes graves. Et donc, on risque d'être confronté à une situation, en effet, où l'augmentation du nombre de cas risque d'encombrer les services hospitaliers, tout simplement des personnes nécessitant une prise en charge, peut-être pas en soins intensifs, mais en hospitalisation. Donc la grande question sera de quelle manière, à quelle étendue, à quelle échelle les services hospitaliers dans les États seront accaparés par les cas liés à Omicron et quelle sera la réponse des États. Donc aujourd'hui, bien trop tôt pour y répondre. Donnons-nous encore un mois, passons les fêtes le plus sereinement possible et donnons-nous un mois pour avoir les éléments objectifs, factuels
qui permettront de comprendre quelle est la conséquence d'Omicron sur l'année à venir. Est-ce que l'on voit un feu de paille qui va s'arrêter très rapidement parce que Omicron, finalement, n'est pas si performant que on le pense, ou au contraire, il s'établit véritablement comme celui qui va remplacer complètement le variant Delta? Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Donc, pas de possibilité de projection pour 2022. Alors, la dernière question peut-être avant de clore, que pense-t-on des données qui sont préliminaires, qui sont fiables? Les données sont fiables aujourd'hui. Hein. Les laboratoires d'Afrique du Sud qui publient ces données sont absolument de réputation internationale. Il n'y a absolument aucun doute sur la fiabilité des données. On parle simplement d'un tout petit échantillon et un échantillon qui n'est pas représentatif du reste de la population mondiale. Donc, extrapoler sur la base de ces données n'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, les seules données qui sont fiables sont les données liées au virus en tant que tel et les propriétés liées à la protéine spike et ses mutations. Et ses conséquences, encore une fois, en termes de sévérité de la maladie, d'évasion immunitaire, d'efficacité vaccinale, de signes de symptômes et de décès, on ne peut pas extrapoler ce que l'on observe aujourd'hui et ce que l'on risque d'observer dans les semaines qui viennent en Afrique du Sud. Il va falloir, encore une fois, un peu de temps, et c'est tout le paradoxe de cette pandémie. 2 ans après, on manque encore de visibilité pour comprendre les enjeux liés à cette évolution de dernière minute. Écoutez, je vais respecter le timing. On a vu qu'il y avait beaucoup de questions. On va essayer de les répondre par écrit dans la foulée de ce webinaire. Je voulais vous remercier. Vous souhaitez néanmoins d'excellentes fêtes de fin d'année. On aura très certainement le plaisir de vous retrouver peut-être en début d'année pour faire un point complémentaire sur la base des données acquises entre-temps et qui permettront d'avoir plus de visibilité sur les mesures à prendre d'ici là. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.